Maintenant, le mot kilomètre. Alors, quand tu es un chasseur-cueilleur, quand tu fais pas d'agriculture ni d'élevage, tu as plusieurs possibilités. Soit tu te débrouilles pour trouver une ressource naturelle qui est abondante toute l'année, auquel cas tu t'installes à côté et t'as pas besoin de te déplacer. L'autre solution, c'est de trouver une ressource qui va être très abondante seulement à un certain moment de l'année, mais qui va être tellement abondante que tu vas pouvoir faire des réserves pour les 12 mois qui viennent. C'est le cas par exemple des Indiens de la côte nord-ouest des États-Unis qui vivaient de la pêche au saumon, parce que lors de la migration annuelle, à l'entrée des fleuves, il y a tellement de saumon que tu peux pêcher suffisamment pour l'année. Alors après, évidemment, ça impose de stocker, voilà. Mais en tout cas, tu peux là encore t'installer à l'entrée du fleuve et passer 12 mois sur 12 à cet endroit-là. Dans tous les autres cas, quand tu n'es pas dans une de ces deux situations, le mode de vie chasseur-cueilleur, c'est forcément un mode de vie nomade, qui t'amène donc à parcourir un certain nombre de kilomètres dans l'année. Avec, d'après les exemples ethnographiques qu'on connaît, évidemment, beaucoup de variabilité dans ce nomadisme. C'est des distances plus ou moins grandes, c'est des déplacements plus ou moins fréquents. À minima, tu vas avoir une résidence d'été, une résidence d'hiver, et puis 2 fois dans l'année, tu fais le trajet de l'une à l'autre. Bon, dans d'autres situations, on a des groupes qui bougent beaucoup plus fréquemment, qui peuvent parcourir soit à l'intérieur d'un territoire assez restreint, soit parfois sur des centaines de kilomètres dans l'année. Et quand tu travailles sur des chasseurs-cueilleurs, des nomades, tu réfléchis en termes de kilomètres parcourus ou en termes de kilomètres carrés de zone dans laquelle est inscrite le déplacement? Tu parles en archéologie ou Ouais. alors, Ou dans ton travail, ou dans ouais, ouais, comment ouais. toi tu Ouais, perçois ouais. la chose? Bah, le problème, justement, bon, quand on travaille sur le paléolithique européen, a priori, on est dans un cas effectivement de groupe nomade. Ça se voit notamment quand on fait des études de saisonnalité sur la faune chassée, puisqu'on a des moyens de savoir si un animal a été abattu au printemps, en été, en automne, etc. On trouve souvent que certains sites n'ont été occupés que pendant une saison ou une partie de l'année, donc c'était bien qu'ils étaient ailleurs. Et l'une des questions qu'on se pose, c'est de reconstituer justement l'organisation de ce nomadisme, quoi. Est-ce que, voilà, quel... Alors, je dirais qu'on n'a pas vraiment la précision suffisante pour commencer à réfléchir sur, par exemple, l'étendue du territoire. Voilà, le groupe qui vivait en été dans telle grotte, et ben, globalement, dans l'année, il tournait sur un territoire de 200, 300, 500 km². C'est rare qu'on ait, c'est même en général pas le cas, de pouvoir reconstituer des territoires avec cette échelle, avec ce degré de précision. C'est d'ailleurs même un des angles morts les plus étonnants peut-être des travaux sur le paléolithique, c'est qu'on passe notre temps à travailler sur des nomades, et en fait on a énormément de mal à reconstituer les cycles de nomadisme. On a des instantanés, voilà, on sait qu'un groupe a vécu telle saison dans tel endroit, mais quand on fouille un autre site, on n'a pas de moyen de savoir si c'est le même groupe à une autre saison ou un groupe différent, d'autant que la résolution de nos dates en général ne permet pas trop d'établir des contemporanéités strictes entre les gisements. Après, ce qu'on fait, ce sont pour essayer d'estimer justement, disons, dans quel rayon d'action ces gens-là opéraient. Ce qu'on fait souvent sont des cartes de répartition ou des cartes de diffusion, soit de type d'objet. Quand on trouve certaines pièces particulières, on peut les cartographier et savoir qu'on trouve les mêmes dans d'autres gisements jusqu'à X kilomètres de distance. Ou alors des cartes de provenance de silex, puisque on peut dans certains cas, retrouver le gîte d'origine d'un silex et savoir que voilà, tel grattoir ou tel burin retrouvé dans les Pyrénées a été taillé dans un bloc qui lui a été ramassé en Périgord par exemple. Et c'est pas toujours très simple, non, de passer d'une carte de répartition à une carte de diffusion, justement. Non, oui. Commencer à écrire, à tracer des flèches Ouais, sur une carte. ouais. Là aussi, c'est une des grosses difficultés. C'est que quand on voit justement, par exemple, voilà, on parle de matières premières importées. Tel silex vient de 300 km. Est-ce que c'est les gars qui sont allés chercher les silex régulièrement dans le cadre de leur cycle de nomadisme annuel, ou est-ce que ce sont des échanges de proche en proche, simplement des objets qui arrivent de loin parce que voilà, ils ont été donnés à quelqu'un, donnés à quelqu'un, donnés à quelqu'un, donnés à quelqu'un, et finissent par atterrir dans les mains de quelqu'un qui habite vraiment très loin. En fait, on n'a en général pas les moyens de trancher. Donc il est difficile quand on voit par exemple que
comment dire, ce qui est intéressant dans ces histoires de diffusion de matériaux, c'est que ce sont des choses qui varient au cours du paléolithique. On a des périodes où on va retrouver beaucoup de silex importés exogènes dans un gisement, et d'autres périodes où on a l'impression que les gens font avec la matière locale et s'embêtent pas à aller chercher beaucoup plus loin. Donc ces variations, elles nous intéressent parce qu'elles sont significatives sur le plan chronologique, et elles reflètent quelque chose de l'organisation économique de ces groupes. Le problème, c'est quand on voit par exemple que la part de matériaux exogènes augmente brusquement, on ne sait pas si ça veut dire que les gens sont plus mobiles et vont plus loin, ou font des parcours plus importants, ou tout simplement que les réseaux d'échange sont plus actifs. Et au niveau de la diffusion des idées? Ça, c'est une autre, c'est un peu la même question. Ou des styles? Ou des styles, avec cette difficulté. En fait, on cartographie. Quand on repère par exemple un style de gravure ou un type d'objet particulier, une manière particulière de fabriquer tel ou tel outil, effectivement on va faire des cartes pour essayer de voir si ces choses-là se distribuent largement, si c'est une spécificité locale, etc. etc. Le problème supplémentaire par rapport aux cartes de diffusion de silex dont je parlais tout à l'heure, c'est que dans le cas d'une carte de diffusion, on a un point d'origine. On sait que le gisement de silex était à peu près par là, et qu'ensuite ça diffuse vers le nord, vers l'est, vers l'ouest, etc. Quand on a par exemple un type d'objet en os ou une certaine manière de fabriquer telle pointe ou tel outil, on peut faire la carte, mais en général on n'a pas le point d'origine. Donc c'est encore pire, je dirais, qu'une carte de diffusion, c'est juste une carte de distribution. Et là, oui, en toute rigueur, on n'a pas le droit de faire des flèches, puisqu'on ne sait pas où est l'origine. Et pareil, on ne sait pas non plus ce qui circule, si ce sont les gens qui se déplacent, ou bien des objets qui sont échangés de proche en proche, de groupe en groupe, au gré des contacts. Même dans le cas où ça serait une peinture qui donne l'impression d'être vraiment d'un style très particulier, qu'on trouve dans deux endroits différents, est-ce que là on peut pas se dire c'est le même individu? Le même individu, ou en tout cas, effectivement, dans le cas de choses qui sont pas mobiles, quoi, qu'on peut pas déplacer, c'est soit le même individu, soit des gens qui partageaient vraiment les mêmes codes esthétiques, graphiques, etc., etc. En sachant que là, comment dire, la norme sociale peut aller assez loin, c'est-à-dire qu'on peut avoir des choses qui ont vraiment l'air d'avoir été faites par la même main, et qui peuvent renvoyer à des individus différents, mais avec vraiment des codes extrêmement uniformes en matière de représentation. Et est-ce que tu penses que de parler de kilomètres c'est justifié en archéologie? Ou est-ce que c'est plus judicieux de parler par exemple de journées de marche ou d'heures de marche? Quand on fait par exemple ces fameuses cartes de diffusion de silex, en général, comme on n'a pas de certitude sur les routes employées, on fait des distances à vol d'oiseau. Quand on dit ce silex vient de 300 km, c'est 300 km tirés sur la carte. Là, la seule chose dont on est sûr, c'est que ça n'a aucun sens pour les paléolithiques, qui n'avaient pas de carte et qui ne voyageaient pas en avion. Moi, ce que j'ai tendance à faire, mais qui est vraiment un bidouillage personnel, c'est de regarder sur Mappy ou sur Via Michelin, parce que mine de rien, la distance par la route, elle est déjà un peu sans doute moins absurde, parce que les routes ont tendance à suivre les fonds de vallée et les trajets les plus faciles. Maintenant, même quand on dit 350 km par la route, on est dans quelque chose qui a pas non plus de sens pour des populations de chasseurs-cueilleurs. Oui, jour de marche, semaine de marche, ce serait plus pertinent. Oui, parce qu'en 4 heures de marche, ça peut être en fait en 3 jours. Ça peut être des petits camps. Oui, oui, ça dépend, voilà. X journées de marche quand on part d'un point A et quand on va directement au point B en s'arrêtant juste pour manger et dormir, c'est une chose. Par contre, quand on fait sa vie en cours de route, ça peut prendre beaucoup plus de temps pour une même distance. On a beaucoup de mal à reconstituer. Les territoires qu'on trace sont des territoires de préhistoriens et qui correspondent quand même à quelque chose archéologiquement, à des diffusions, effectivement, à des aires de diffusion, de certains traits techniques, de certaines idées, etc. etc. Mais ce n'est très certainement pas la façon dont les préhistoriques percevaient leur territoire.